exactement à 17 heures. Nous allons nous efforcer de ne pas retarder les webinaires à l'avenir. Et en l'honneur du fait que nous avons commencé la diffusion à la seconde près aujourd'hui, n'oubliez pas de liker et de partager. Aujourd'hui, nous aurons des nouvelles du projet de dirigeable de nouvelle génération de la société Nova ou Aeronova. Et si cela vous intéresse, regardez par vous-même, invitez des amis, ceux qui s'intéressent au projet, ceux qui veulent en savoir plus sur nous. Et aujourd'hui, nous allons parler précisément des résultats. En plus de cela, nous répondrons à toutes vos questions. Écrivez vos questions tout de suite afin que nous puissions y répondre en premier et ne pas les manquer. Alors, commençons. Fiodor, peux-tu nous parler de ce qui s'est passé d'intéressant dans l'entreprise au cours de la dernière semaine ou même récemment, et peut-être ce qui nous attend dans un avenir proche? Je salue tout le monde. Tu as dit qu'il est en fait très difficile de se souvenir de ce qui s'est passé, car il y a énormément de choses à faire, et tout le monde sait, ou ceux qui ne le savent pas vont l'apprendre, que le 16 novembre, nous avons une conférence. La préparation pour cette grande conférence est en cours, beaucoup de choses sont faites, et un peu de l'opérationnel est un peu encombré. Et donc, Pache, comme tu l'as dit, d'où viens-tu avec ce Aeronova? J'ai entendu dans le bureau. J'ai entendu dans le bureau, oui. En gros, le travail a commencé sur le branding de l'entreprise qui s'occupe des dirigeables. Nous l'appelions Nova Nova, Nova Nova. Mais les gars ont fait une analyse. Il s'est avéré qu'il y a beaucoup d'entreprises Nova, comme OO Nova et Nova Laser. Mais le mot est déjà devenu courant pour nous et pour vous, et partout. Même notre appareil s'appelle déjà Nova 2. En gros, il a été décidé de faire Aeronova, ça s'écrit bien et ça sonne bien. Aeroflow, Aeronova, en russe et en anglais. Et en gros, tout le monde est d'accord. Et Aeronova, en tant que marque, commence à apparaître, des couleurs apparaissent, etc. Mais ce ne sont pas des nouvelles particulièrement importantes, mais pour la préparation de la conférence, il fallait quand même définir le nom, bien sûr, la couleur et d'autres choses. Donc en plus de construire des dirigeables, il faut aussi choisir des couleurs. Heureusement, tout cela a été approuvé. La procédure de changement se termine justement maintenant. Nous sommes en train de réorganiser la personne morale qui s'appellera OO Aeronova. Des codes d'activité seront ajoutés, Solar Group sera introduit dans la fondation et cette opération est déjà en train de se terminer. Hier était justement le 5e jour, aujourd'hui, des modifications devraient apparaître dans les registres. Les avocats n'ont pas encore envoyé de nouvelles, mais c'est un des pas vers le changement de projet, passant du statut pré-lancement au statut de lancement, quand déjà quelque chose est prêt. En effet, juridiquement, ce travail touche à sa fin, mais il s'agit précisément de la phase de formation du projet. Il ne s'agit pas seulement des codes d'activité. En gros, le travail juridique a beaucoup consisté en cela, l'un des aspects étant justement ces codes d'activité corrects pour obtenir la licence et pour former le programme de développement du système de transport par dirigeable, car le financement sera assuré par des fonds très importants. Actuellement, un programme de développement est également en cours de formation avec le fonds, et nous annoncerons probablement ce programme de développement très bientôt. En résumé, ceci est un processus complexe qui nécessite une attention particulière. Oui, c'est également une partie intégrante de ce vaste travail juridique qui est en train de toucher à sa fin. Nous pouvons déjà commencer à en discuter plus en détail, car les éléments principaux ont été abordés et clarifiés au cours des dernières étapes de ce processus complexe. Comme ça, un peu plus lentement, passons lentement à d'autres nouvelles. Eh bien, de nouveaux employés apparaissent chez nous, oui, aussi au bureau. Nous avons enfin un opérateur dans l'équipe, oui, qui nous aide maintenant à animer ce webinaire. Donc, nous espérons que la qualité de la vidéo et de nos webinaires va également s'améliorer. En fait, c'est une personne très importante dont la tâche est d'aider à refléter tout ce qui se passe ici.
Oui, et grâce à lui, des séries de vidéos sur ce qui se passe réellement dans le bureau vont bientôt commencer, j'en suis sûr. Pas de ces diffusions en direct comme nous le faisons maintenant, ni des rares vidéos que j'ai moi-même filmées, parfois avec mon téléphone, mais un petit contenu en direct de manière régulière. Comme vous avez pu le remarquer, le cadre a changé, c'est devenu un peu plus joli au même endroit. Oui, nous avons déjà 28 personnes dans notre tableau général qui travaillent sur le projet, dont 17 sont des ingénieurs, des concepteurs et des techniciens. Et ce n'est pas tout, il y en aura encore quelques-uns de plus dans un avenir proche. Ce sont les gars qui s'occupent de la production des enveloppes souples, de la découpe, du soudage, de la mise sous pression, des essais, et ainsi de suite. Ils sont déjà là, comme ils l'étaient, mais on ne les a pas encore appelés parce qu'il n'y avait rien à découper, il n'y avait pas d'enveloppe, et ce n'était pas nécessaire. Mais il sera temps, avant la nouvelle année, de lancer le processus. La réflexion a déjà commencé, bien sûr, mais pour commencer à découper, disons l'enveloppe au printemps, qu'il faudra souder en été, et lancer en automne, en gros, il est temps de lancer ce processus, précisément à partir de cette formation de production dès maintenant. Il y aura aussi quelques-uns de ces électroniciens, d'ailleurs, un est récemment venu, né. Eh bien, parle-moi plus en détail, tu dis 28 personnes. Qui sont-ils? Des ingénieurs technologues? Quels départements et spécialistes sont ici en ce moment? Ce sont des personnes qui font partie de l'équipe, qui reçoivent un salaire et qui travaillent constamment. Oui. Et ces départements, Boris Alexandrovitch Ivchenko les a tous mentionnés avec toi lors du webinaire. Tu as mentionné oui. Chaque département a été mentionné. Je peux bien sûr énumérer les noms par département. Dis-moi à peu près. Juste quand tu dis 28 personnes, c'est suffisant. Non, j'ai dit 28, c'est le total qui travaille sur le projet, 17 ingénieurs, concepteurs, etc. Donc 17, si je les répartis par, je vais dire, combien de départements, cela fait 2 personnes par département. Une seconde. C'est exactement ce schéma-là, peut-être? Oui. Oui. Eh bien, le chef designer Zubkevich, c'est clair. Département des technologies et recherches avancées. C'est notamment Lobakin, Filipov, Denis, Kmel et les motoristes Kostyukov, Valeev, Kosach, Shokov, Klimov, Karlov, Kafizov, ainsi que Arslanov également. C'est le plus grand département car il s'occupe du moteur et aussi de la transmission pivotante et du groupe hélico-propulseur. Ça se présente comme ça. Évidemment, le plus important dans la technique aérienne, sans compter le système de contrôle, le système air-gaz, etc. Département des équipements au sol. Ici, il y a actuellement une vacance. Pas vraiment une vacance, mais une personne nécessaire. Juste un peu plus tard, et il y a déjà un accord avec lui, il n'est pas encore dans l'effectif. Département des formes générales et des enveloppes. C'est Krylov, le même Kmel, Milenine, Timoshenko. Les formes générales, c'est à quoi ressemblera le dirigeable. Par exemple, quel est son allongement, sa hauteur, sa largeur, l'endroit où la gondole est suspendue, où se trouvent les moteurs, en gros la configuration. Département de l'équipement embarqué Orlov, Milat et Filipov. Encore un autre. Oui, ici, les gens se croisent simplement, c'est évident. Département de la conception des unités Vereshchagin-Shokov. J'ai déjà mentionné Shokov, il est justement dans les transmissions. Département de calcul théorique Kanonenko-Hiroshkov. Département de design industriel Hiroshkov. Mais lui aussi, pour l'instant, il y a un accord, mais il n'a pas encore été invité. Le design industriel est un peu plus loin, c'est vers la fin du projet préliminaire. Département de documentation technique et de certification. Ici, encore deux, eh bien, pas Masterenko et Gorokov. Et Ivchenko, bien sûr, Boris Sanich ici. Et il est aussi en charge de tout cela, oui, ou Ivchenko, Raslanov et Konstantinov, c'est-à-dire moi, en tant que représentant de Solar Group, en tant que responsable du département de recherche et développement de projet.
Voilà tous les départements de gestion, le chef designer et tous les départements. Beaucoup de départements, beaucoup d'employés, et il s'avère que l'équipe ne s'est pas formée maintenant, elle existait déjà auparavant, c'est clair. Toutes ces personnes se sont réunies pendant ces 3 années, le temps que le projet se prépare. Oui, ici, parmi les nouvelles personnes qui n'ont jamais travaillé avec des dirigeables, il y a Lobakin et Filipov, du département des technologies et recherches avancées. Mais ces personnes ont consacré leur vie à la science, et il est important d'ajouter du sang neuf. C'est une chose obligatoire. Mais même s'ils ont travaillé sur d'autres choses, un dirigeable n'est pas simplement un dirigeable. Que ce soit l'électricité ici, que ce soit l'électricité là. Que ce soit le moteur là, que ce soit le moteur ici. En gros, tu as raison. C'est une équipe qui s'est réunie plusieurs fois. Tout le monde se connaît depuis longtemps. Oui, et c'est amusant que l'équipe ne se soit pas réunie de manière centralisée. Ce qui est le plus intéressant, c'est que l'équipe s'est formée de manière décentralisée. Ainsi, Ivchenko, Zubkevich et Khmel ont amené une partie de leur équipe avec eux, tandis que Ruslan Arslanov a amené sa propre équipe. Il travaillait déjà dans l'aviation. Il faisait des petits hélicoptères qu'ils appelaient des microns, et il a amené une partie de son équipe composée des personnes qui avaient aidé, ou plutôt été sous-traitants pour la création de certaines pièces là-bas, au 30e projet. Et quand ils se sont rencontrés ici, c'est vous? Cela signifie que ces gens avaient déjà travaillé ensemble auparavant, mais s'étaient réunis à nouveau sans être tous du même côté. Ah oui, et Mila aussi. Mila est en fait un employé de Solar Group. Comment il est arrivé ici? Nous en parlerons séparément. D'ailleurs, un clip entier sortira à son sujet. Nous l'avons filmé, il explique qui il est et comment il est arrivé chez nous à Nova. C'est en quelque sorte une coïncidence, ou peut-être pas. Il a toujours travaillé sur l'intelligence artificielle, nous le savions, puis soudain, il s'est avéré qu'il développait des systèmes de contrôle pour des hélicoptères. Et un système de contrôle associé à l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qu'il faut dans le monde moderne. Oui, pas seulement des hélicoptères, mais aussi des quadricoptères. Des hélicoptères en Iran, des drones en Amérique, et ici en Russie, il est tombé sur des dirigeables. D'ailleurs, il y a Lobakin, Filipov, Milat et Orlov. Orlov n'a également jamais travaillé avec des dirigeables auparavant. Nous avons déjà compté 4 personnes. Il s'avère qu'une partie de l'équipe est venue avec les principaux spécialistes des dirigeables, une autre partie est venue avec Ruslan. Et Filipov Denis, qui est radioélectricien, a également amené certains gars qui avaient auparavant travaillé avec la société Augure sur des dirigeables AU-30 et des systèmes de contrôle pour les dirigeables. Denis Filipov est en réalité une personne assez célèbre dans des cercles restreints. Il a 25 000 abonnés sur YouTube et ce ne sont pas simplement des gens qui regardent des vidéos à la mode. Il ne traite pas ces vidéos, ce sont juste des expériences vidéo qu'il publie sans aucun commentaire, etc. Il a une audience très spécifique et il est globalement bien connu, oui. Et quand il a publié quelque chose sur les dirigeables sur sa chaîne, tout le monde a commencé à lui écrire. Et les gens qui regardaient étaient ceux qui avaient également construit des AU-30, ceux-là même. Cela a donc commencé quelque chose pour lui, et en gros, il a invité au bureau, nous nous sommes rencontrés, et ainsi la société se forme de tous les côtés. Eh bien, il s'avère que l'équipe est réunie et que le travail a déjà commencé. Je sais qu'un certain plan a déjà été établi pour l'année ou pour combien de temps, oui, qui fera quoi. Peux-tu le partager en détail? En fait, ce n'est pas seulement un plan qui a été établi, mais nous avons commencé à former un environnement dans lequel tout est développé, au minimum des normes d'organisation selon lesquelles se fait la création, la structuration, le stockage et la modification des informations. Il y a des informations administratives, des informations de conception et des informations auxiliaires. C'est très important, car un dirigeable est composé d'1 million de détails. En quelque sorte, chacun doit avoir sa place, son dessin, sa version, son nom et des accès à tout cela. Il est clair que nous avons dit que Teflex nous fournirait tout cela, mais avec Teflex, ce sera un jour, pas demain, en quelque sorte, et le travail est déjà en cours. Et de toute façon, pour mettre quelque chose dans Teflex, il faut que quelque chose existe. Donc, cet environnement a été créé, et les règles du jeu,
si l'on peut dire, ont été établis, et selon ces règles, oui, le travail a déjà commencé, il se déroule dans tous ces départements. Le travail est déjà en cours, oui, lorsque les gens ont été recrutés ici, la condition principale était que les gens ne sont nécessaires que lorsqu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que si une personne est formidable et que ses fonctions sont excellentes, mais que nous n'en avons pas besoin pour l'instant, alors nous n'en avons pas besoin. Et donc, tu parles de plan, Vadim Zubkevich, une première esquisse de division du dirigeable a été créée. Évidemment, ce dirigeable est divisé en parties principales, et ces parties principales ont été utilisées pour structurer les départements. Ensuite, dans chaque département, tout cela est décomposé de manière plus détaillée, plus détaillée, plus détaillée. En gros, le schéma de division a été créé, les départements ont été établis, tout le monde a compris sa zone de responsabilité, et un plan a été élaboré depuis aujourd'hui, où nous nous trouvons, jusqu'au moment du décollage, des essais et de la certification de cet appareil, et donc, ce plan complet a déjà été examiné et approuvé par tous. Il se transforme maintenant en un calendrier. Enfin, en ce diagramme, oui. Mais le plan existe. Si cela t'intéresse, je peux même lire quelque chose de celui-ci. Il faut juste que je le trouve d'abord. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas correct de le rendre accessible au public, mais ce serait intéressant pour tout le monde de le voir. Regarde par toi-même. Eh bien, alors je peux lire quelque chose. En fait, il vaut mieux que Zubkevich parle des étapes du travail, en détaillant chaque phase, du début à la fin, en passant par la durée et le résultat final. Voici à quoi ressemble le tableau. Il commence par le projet préliminaire qui est crucial pour la réussite. Chaque étape est soigneusement planifiée et exécutée pour garantir un résultat optimal. Il y a vraiment beaucoup de lignes et de colonnes. Oui, absolument, certainement, sans aucun doute. Vraiment, effectivement. Projet préliminaire, définition des principaux paramètres de conception, récapitulatif de poids précisé, moment d'inertie, charge sur les unités, définition des caractéristiques aérodynamiques, définition de la dynamique de l'appareil, simulateur de vol, schéma de structure et de puissance, suspension, siège, pilote, passager, intérieur, design et extérieur. Design de la nacelle, calcul préliminaire de la rigidité et de la résistance, construction de l'arrêt de puissance, calcul de l'arrêt de puissance, banc d'essai, transmission de l'arrêt de puissance, système de carburant, système de ballast, schéma de puissance structurelle, calcul préliminaire de la rigidité et de la résistance, schéma de puissance structurelle du train d'atterrissage, construction. Eh bien, voilà, fais un tour des principaux points. En gros, nous avons un plan étape par étape, n'est-ce pas, depuis aujourd'hui jusqu'au moment où l'appareil décolle. Il décolle et est certifié comme expérimental. En fait, en gros, il parvient à obtenir un certificat unique. Y a-t-il déjà un budget précis? Combien cela pourrait-il coûter? Ah, il y a aussi des statuts en cours, pas encore commencés et terminés. Ici, sur le côté, il y a. Voici la finalisation du contrat avec le centre de certification pour l'attribution des numéros de bord et l'obtention du certificat EVS. Oui, c'est la phase finale de ce plan. Pour le coup, les chiffres ne sont pas encore apparus ici. C'est le premier appareil avec une capacité de levage de 500 kg. Et cet appareil sera-t-il sans pilote ou non? Bien que l'on souhaite vraiment qu'il soit sans délai immédiat et sans hésitation, certainement sans pilote, le bon sens indique qu'il y aura probablement un siège pour le pilote. Oui, il sera certainement équipé de systèmes avancés et sophistiqués de contrôle à distance SDU, également appelé système totalement autonome, ainsi que d'un siège pour le pilote. Au printemps de l'année prochaine, en 2025, un modèle à l'échelle réelle impressionnante de ce dirigeable sera créé avec soin par les ingénieurs experts Milat et Orlov qui travailleront sur ce projet innovant. Un modèle détaillé sera créé, la géométrie des moteurs sera reproduite exactement, le nombre d'unités, précisément la poussée exactement par rapport à sa résistance frontale, exactement l'élévation. En gros, un modèle très complet sera créé exactement pour tester le système de contrôle. Exactement.
et cela se fera exactement au printemps. Si le système de contrôle se montre exactement le plus efficace, exactement et sûr possible, exactement alors tout sera testé. Exactement. Et 2 nacelles seront créées exactement pour ce dirigeable. Une sera entièrement sans pilote, c'est-à-dire qu'elles seront créées immédiatement, et l'autre sera optionnellement pilotée. Si le système de contrôle à distance, tel que nous l'avons actuellement conçu, ne fonctionne pas parfaitement, une nacelle optionnellement pilotable sera créée. Et alors, ce système de contrôle, pour ainsi dire, apprendra en observant ce que fait le pilote dans différentes situations. Et après cela, il sera possible de créer un appareil entièrement sans pilote et de le libérer. Donc, nous allons voir. D'un côté, il y aura des mathématiciens et des programmeurs qui travailleront sur l'intelligence artificielle. D'un autre côté, il y a le pilote qui essaiera de contrôler l'appareil. Nous verrons qui gagnera cette bataille. C'est le schéma classique de création d'un drone aéronautique. Lorsque le pilote vole, d'abord un pilote d'essai, il contrôle l'appareil simplement selon ses sensations. Il ressent ce qui se passe et ajuste le comportement de la machine à l'aide des commandes. Et le système enregistre, observe ce qu'il fait et dans quelle situation, et c'est ainsi que tous les pilotes automatiques sont formés. Mais l'approche moderne avec les drones a montré qu'il est possible de simuler une multitude de choses sur un ordinateur, d'ajouter des algorithmes de stabilisation, etc. Et il est possible de créer immédiatement un appareil sans pilote. Et c'est selon ce schéma. Actuellement, Milat et Orlov créent un système de contrôle pour le dirigeable. Mais Zhutkevich a dit « Je ne vous le permettrai pas. Je ne permettrai pas de l'installer sur un grand appareil si vous ne l'avez pas testé sur un petit. » Oui, pas de problème. Un petit appareil sera créé au printemps, et nous le testerons. Quelle sera sa longueur approximative en mètres? Je ne peux pas vraiment dire. Je peux dire en mètres cubes, mais je ne peux pas donner de longueur en mètres. Je peux dire en cubes, environ 100 mètres cubes, 2 ou 3, c'est flou pour l'instant. Oui, c'est un petit appareil, mais en gros, si c'est 2, 3 ou 5, c'est assez grand. Visuellement, ce sera un appareil sérieux capable d'accélérer rapidement, de manœuvrer et de transporter une charge utile d'environ 20 kg, mais jusqu'à 50, c'est possible. Donc, je comprends bien qu'au printemps, nous aurons en gros un drone sans pilote qui sera capable de voler sur de longues distances et de transporter environ 20 kg de charge, même si c'est un prototype, mais supposons qu'il pourra être utilisé dans divers scénarios, comme la livraison de marchandises ou la surveillance. Ce n'est même pas expérimental, c'est simplement pour tester le système de contrôle. Oui, pour le test, mais en gros, il pourrait être utilisé à des fins commerciales. Peut-être qu'il pourrait livrer de la nourriture, survoler Moscou, ou encore livrer une trousse de secours dans des endroits difficiles d'accès. Voyons ce qu'il en sortira. L'efficacité des dirigeables augmente avec leur volume. Un petit volume, il est plus simple d'avoir un drone ordinaire à hélice. Pourquoi un dirigeable de cette taille? La question est de savoir s'il pourra rester dans les airs. S'il peut parcourir 500 ou 1000 km, alors c'est une carte de l'efficacité du drone, Ça ne pourra pas. mais il sera sans pilote, n'est-ce pas? Oui, il sera sans pilote et pour tester le système de contrôle. Il sera créé, la coque sera faite du même matériau. Le système air-gaz sera sur les mêmes vannes et ventilateurs. Donc il reproduira complètement un grand dirigeable. Ce ne sera pas juste un jouet, ce sera une machine sérieuse, un jouet, oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications commerciales diverses. Voyons. Il sera beaucoup plus sérieux que l'appareil créé en Afrique, en collaboration avec les Français, qui fonctionne déjà commercialement là-bas. Il sera plus sérieux, beaucoup plus sérieux. Faut-il l'appliquer d'une certaine manière? Nous pouvons le donner aux Africains, s'ils aiment transporter des médicaments avec de petits appareils. En fait, tu sais que les drones de transport, d'après ce que j'ai compris, avec une charge, volent, espérons-le, pendant 20 minutes.
Si un dirigeable peut voler au moins 3 heures, voilà pourquoi un dirigeable, n'est-ce pas? Je comprends, je le sais. À l'époque, nous avons essayé de faire des calculs nous-mêmes. Au départ, l'idée était de construire, puis quand nous avons commencé à tout calculer, nous avons décidé de ne même pas construire. L'idée était un costume, bien sûr. Pas un homme de fer, mais juste un moyen de transport personnel volant avec des moteurs électriques. Et là, il n'était pas possible d'obtenir plus de 20 minutes, donc nous avons décidé que ce n'était pas très intéressant, même si dans le monde entier, des choses comme ça sont faites, montrées dans des expositions, disant que voilà, mais tout le monde se tait sur le fait que ça ne dure que 20 minutes au maximum. Personne ne se tait, certains disent que ce n'est pas sérieux, en fait, 20 minutes, 20... Eh bien, cela peut vraiment être une réelle limitation. Oui, cela peut encore être chez nous. Selon les limitations dans l'esprit, quand tu montes dans une voiture, on te dit que tu n'as que 20 minutes de carburant. On a l'impression que c'est impossible de se déplacer. Mais d'un autre côté, si tu te déplaces dans les airs à 150 km/h en ligne droite, 20 minutes représentent une distance sérieuse. Peut-être que c'est normal, juste inhabituel par rapport au système de transport classique. Mais nous avons décidé de ne pas le faire, car nous avions l'intention de le construire avec des propulseurs. C'est justement Artyom Lobakin qui, d'ailleurs, je le dis, n'avait aucun lien avec les dirigeables, mais c'est la seule personne en Russie qui a créé un costume de jet et a volé avec. Oui, il avait un projet qui n'était pas public, mais petit à petit, on peut révéler des informations. Donc peut-être que nous le montrerons un jour. Thème avait un costume avec 2 moteurs à réaction ici, 2 moteurs à réaction ici et un grand sur le dos. C'est intéressant à voir. Cette vidéo existe-t-elle? De telles personnes avec une équipe, avec une expérience si intéressante. Et d'ailleurs, Artyom, je comprends qu'il y a le désir d'inviter à un webinaire, peut-être même la semaine prochaine. Oui, je pensais en fait que nous allions nous asseoir aujourd'hui avec Artyom pour discuter de ce que nous avons publié dans la vidéo au laboratoire, où il a montré son système à vide et comment il va l'utiliser pour aider le projet de dirigeable, créer un système de purification de l'hélium, créer un revêtement de différents matériaux. En gros, les concepteurs ont des idées, mais il n'était pas clair qui allait les réaliser, car ce sont des instituts de recherche scientifique sérieux qui se trouvent actuellement dans un état plutôt désolant dans notre pays, et donc Artyom a son propre institut de recherche scientifique. Et il a entièrement mis à disposition le projet, disant « Vous fournissez l'espace, je fournis l'équipement, le cerveau, les expériences, les mains. » Et nous avons accepté, oui. Et aujourd'hui, je voulais justement en discuter avec lui. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille, elle a 1 an, et il célèbre donc. C'est une raison valable. Peut-être la prochaine fois. Eh bien, il s'avère que oui, au printemps, cet appareil sera prêt et le système de contrôle sera testé dessus. Et ils vont, oui, lors des essais réussis, l'appliquer sur un grand appareil ou partiellement d'une certaine manière. Regarde, oui, 2 gondoles sont prévues. En gros, nous faisons ce système modulaire. Le premier appareil qui sera assemblé est aussi expérimental et il servira principalement d'expérimentation comme laboratoire pour tester toutes sortes de variantes. Il y a des idées, par exemple, que ce soit une gondole avec un moteur fixe, 2 hélices pivotantes sur une transmission pivotante. C'est une option, pas une idée conditionnelle, mais une variante éprouvée. Il y a une deuxième option, c'est un moteur fixe stationnaire, une hélice principale fixe, et ensuite un moteur électrique avec un vecteur de poussée orientable. C'est la deuxième option. La troisième option consiste à enlever la gondole centrale, à mettre 2 motogondoles et à installer ici des groupes hélicopropulseurs entièrement orientables avec un carter sec et ainsi de suite. Toutes les options ont leurs avantages et il était difficile de déterminer laquelle était la plus idéale. Nous avons compris que tous les concepteurs de dirigeables qui ont déjà fait quelque chose essaient de définir une seule conception unifiée sur la terre ferme, commencent à y croire fermement, pensant qu'elle est la meilleure, et ne font qu'elle. Par exemple, comme l'a fait l'Airlander, ils ont passé de nombreuses années à calculer l'aérodynamique et l'apparence extérieure de l'appareil, et ils ont calculé une sorte de cette unique fesse volante que tout le monde pouvait voir sur Internet, en priant presque, en disant que c'était la leur.
Ils l'ont assemblé, l'ont sorti, un petit coup de vent, l'Airlander s'est retourné et est tombé. Donc, passer beaucoup de temps à calculer une seule formule et y croire, c'est bien, mais quand la réalité entre en jeu, tout peut ne pas se passer comme vous l'aviez théorisé. Mais cette foi aveugle, que cela doit fonctionner, c'est en gros mauvais. Toutes les formes ont leurs avantages. Toutes les formes sont importantes pour différentes tâches. Il peut y avoir différentes formes. Et il ne faut pas s'en tenir à l'idée que nous construisons exclusivement des formes classiques en forme de cigare. Même pour les formes en cigare, il existe différentes variantes de ces cigares. Et pour différentes vitesses, il faut une forme spécifique, où nous construisons un hybride, et si c'est un hybride, alors seulement de cette manière, ou seulement de cette façon. Il ne faut pas faire ça, car les dirigeables doivent être construits en grand nombre, et ils seront tous différents. C'est comme si nous construisions une voiture, vous avez tous choisi une seule voiture, disons une berline, et vous vous êtes arrêtés là. Il est également souhaitable d'avoir un design unique. Auparavant, chez les dirigeables, il y avait une pensée similaire chez tous les acteurs de la planète. Il fallait choisir un seul modèle, le créer et le mettre à l'échelle. Mais une berline est très différente d'un camion. Ce n'est pas une berline agrandie, c'est une voiture complètement différente, et avec les dirigeables, ce sera exactement la même chose. C'est pourquoi, sur ce premier appareil expérimental, il y aura une construction entièrement modulaire, où de nombreuses gondoles différentes seront testées, avec d'autres empennages accrochés, etc. Ce sera véritablement un laboratoire volant. Et plusieurs de ces modifications conduiront à une forme finale, disons optimale, qui sera déjà proche du commercial. Et sur cette forme finale optimale, il y aura déjà ce système de contrôle. Tu dis qu'il sera là ou pas. Là, il sera déjà présent. La principale ou la redondante dépendra de la modification, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée comme principale si c'est une gondole d'un appareil entièrement sans pilote, ou comme redondante si elle est optionnellement pilotée. Cela signifie que si un responsable doit accomplir une tâche importante et qu'il ne faut pas faire entièrement confiance à la machine, ce système sera quand même présent pour aider, surveiller et interagir. Donc, ce plan est déjà pratiquement détaillé point par point jusqu'au moment du lancement de cet appareil de 500 kg, et il est clair qui fera quoi. Oui, mais ce plan est aussi de niveau supérieur. Il est vraiment assez détaillé. Oui, en fait, il y a beaucoup de tâches. Et bien maintenant, chaque point, sans exception, sera naturellement décomposé en sous-points distincts, et tout cela, sans aucun doute, sera intégré dans une chronologie détaillée et se transformera finalement en un système de suivi des tâches efficace. Y a-t-il eu quelque chose d'intéressant cette semaine? J'essaie de me souvenir. Y a-t-il eu des essais dans le laboratoire? Les essais dans le laboratoire n'ont pas cessé. La création et l'optimisation de ce système, pour lequel un expériment a été réalisé sur le vol stratosphérique en pic. Plusieurs systèmes radio ont été testés. L'expérience a été un succès. L'expérience a montré que certaines parties fonctionnent, d'autres non. Pour l'instant, nous n'avons pas encore finalisé le rapport sur l'expérience. Il devait être prêt pour aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. La prochaine fois, je viendrai avec le rapport et je raconterai plus en détail ce qui s'est passé, ce qui a été testé. En gros, j'attends le rapport. Donc, dans le laboratoire, que c'était le premier expériment, il y en aura un deuxième et un troisième, avant le lancement de l'appareil à long drift, et tout cela se prépare, bien sûr. Donc, le laboratoire n'a pas cessé ses activités. Nous l'appelons laboratoire, mais en réalité, ce n'est pas un laboratoire, c'est un département des technologies et des recherches avancées. Ce département a-t-il un laboratoire ou ce n'est pas tout à fait ça exactement? Il s'avère que ce département a en fait un relativement petit espace où l'on peut créer quelque chose non pas sur l'ordinateur, mais dans la matière. Des établis, des fers à souder, un certain petit équipement, car tout le gros matériel qui appartient à Ruslan n'est pas dans le bureau. Tu parlais maintenant des formes.
ai-je bien compris que les différentes formes, en principe, en quoi elles diffèrent vraiment? Pourquoi certaines sont, comme on dit, en forme de cigare, d'autres, comme tu l'as dit, ont une forme de derrière volant, d'autres essaient de faire une soucoupe, et certains disent que leur forme est la meilleure, alors que nous aurons des formes différentes, sont-elles pour des tâches différentes, ou quel est le sens de les faire différentes ou identiques? Eh bien oui, pour différentes tâches, certaines formes peuvent être utilisées pour un certain ensemble de tâches, tandis que pour un autre ensemble de tâches, il est préférable de changer la forme. En fait, tout le monde modifie la forme, il y a plusieurs raisons. La première, c'est quand quelqu'un a eu l'idée de créer un dirigeable, parce qu'on le remplit d'hélium. Il soulève une certaine masse, et tout ça flotte sans consommer de carburant. Ensuite, c'est génial de s'élever dans les airs sans consommer de carburant. Puis, quand on commence à le concevoir, je pense qu'un certain volume peut soulever une certaine charge. À l'origine, le volume est une sphère, mais si tu commences à souffler sur les côtés de la sphère, tu comprends qu'elle a une grande surface, il faut donc étirer la sphère d'une certaine manière. Si nous devons aller quelque part en avant, il faut que la résistance frontale soit réduite. On étire la sphère, on obtient une forme de saucisse. Une fois que nous avons cette forme de saucisse, nous volons vers l'avant. Et cette saucisse, il s'avère, a déjà une certaine aérodynamique. Si on incline cette saucisse, pardon, ce cigare, d'1,5 degré et qu'on soulève légèrement le nez, une force de portance aérodynamique apparaît. Donc, si l'hélium peut soulever, disons 100 tonnes, en suivant un certain parcours et en levant le nez d'1,5 degré, l'aérodynamique s'ajoute de manière significative. Je ne donnerai pas de chiffres exacts. 120. Oh. Donc, avec l'aérodynamique, nous volons toujours vers l'avant. Oui, nous volons vers l'avant. Alors peut-être qu'on peut modifier un peu le cigare pour qu'il soit plus aérodynamique. Faisons en sorte qu'il puisse soulever un peu plus. Pas 120, mais 150. Et les modifications commencent. On commence à créer une forme aérodynamique. Une forme aérodynamique est stable en vol, par exemple. Elle devient ainsi parce qu'elle est aérodynamique. Mais en statique, par exemple, quand il est simplement là, l'une des fonctions du dirigeable est de soulever une certaine charge et de rester en suspension. Équilibrer statiquement la forme devient plus difficile, car elle n'est pas conçue pour la statique, mais pour la dynamique. C'est un. 2. Il y a aussi l'idée que, mince, la saucisse est grande, c'est-à-dire qu'il faut soulever 100 tonnes, on a fait un cigare de 100 tonnes qui a l'air énorme. Comment peut-on le réduire? Eh bien, déplaçons un peu de la statique vers la dynamique, c'est-à-dire que nous passons de 100 à 70 et nous prenons 30 grâce à l'aérodynamique. Et encore une fois, les cigares sont visibles, la forme change pour devenir une sorte de hybride. Mais le choix hybride dépend encore de la vitesse. À quelle vitesse allons-nous voler? Si à une vitesse allant jusqu'à 100 km, une forme est naturellement aérodynamique, au-dessus de 200, c'est une autre forme, et jusqu'à 300, c'est une troisième. Mais c'est déjà une forme intérieure. Il y a des gens qui pensent de manière radicalement différente. Ils disent moi, que les cigares, c'est les sons comme ça. Ils ont un certain volume, alors qu'un disque, s'il est fait, aura l'air visuellement beaucoup plus petit, mais le volume sera le même. C'est une réflexion sur la réduction des tailles. Il faut le rendre plus petit. Pourquoi? Le ciel est immense, il y en a beaucoup, et c'est globalement libre. On peut faire de grandes choses, mais il y a cette pensée, il faut le rendre en forme de disque. C'est un disque, n'importe lequel, même un cigare essaie de se retourner comme ça. C'est-à-dire que, en fait, s'il y a un certain volume de quelque chose qui doit flotter quelque part, alors, en réalité, la plus longue axe apparaît, le long duquel le gradient souhaite se répartir avec la plus grande différence. C'est pourquoi une sphère ne peut se répartir nulle part. Les axes sont égaux dans toutes les directions par rapport à ses côtés. Un cigare n'a qu'un seul axe, il essaie de flotter comme ça et il est plus facile de le stabiliser. Mais pour un disque, ce n'est pas un axe, mais un plan entier. Et il essaie de flotter par n'importe quel côté. C'est-à-dire que si un cigare a seulement deux options, il veut soit flotter comme ça, soit comme ça.
Si tu as accroché un poids ici, alors elle ne peut plus rien faire. Donc, stabiliser un disque devient encore plus difficile. Eh bien, en gros, c'est de là que viennent toutes ces idées, comme faisons un disque, faisons un hybride, ou faisons une double cigare. Ce sont toutes des envies qui ne sont pas vraiment liées, mais c'est amusant avec le défi. C'est-à-dire que si l'on devait résoudre un problème particulier, la solution d'un problème particulier, pour toute formule mathématique, aurait probablement une seule solution, s'il n'y avait pas de système d'équations, de matrices et d'autres histoires. Et un dirigeable est construit pour répondre à un besoin. Si l'on doit créer une aérodynamique capable de porter un certain poids à une certaine altitude, à une certaine vitesse, c'est un appareil. Oui, si c'est quelque chose de lourd et bon marché proche de la Terre, c'est un appareil complètement différent, c'est une forme classique, c'est clair, et tout le monde essaye probablement de créer quelque chose d'unique et d'idéal, tu sais, je pense aussi. Par exemple, en considérant les différents aspects et en tenant compte de la situation actuelle, il est important de noter que dans le contexte de l'évolution technologique, cela devient encore plus pertinent. Ils veulent absolument créer quelque chose d'inhabituel, car la création de dirigeables n'est pas bon marché, et il faut aussi attirer des investisseurs pour de tels projets, pour les entrepreneurs qui les réalisent. Ils essaient de faire en sorte que le principal soit qu'il soit comme ça. Surtout qu'il ne soit pas de forme classique de cigare, mais surtout qu'il soit beau, voilà le dirigeable. C'est en fait un virus, je ne sais pas comment l'appeler, un trouble mental à l'échelle planétaire. Auparavant, des ingénieurs s'occupaient de la construction des voitures, maintenant ce sont des designers, et c'est très effrayant, très effrayant. Et ce virus s'est répandu partout, y compris dans les dirigeables. Maintenant, un designer a dessiné quelque chose. C'est-à-dire qu'un ingénieur n'a pas résolu le problème, comme nous construisons actuellement tout le système. Nos ingénieurs vont résoudre le problème. Mais ici, un designer a créé un objet beau. Il y a des lois de la physique avec lesquelles il est difficile de discuter. Maintenant, il ne suffit pas qu'il vole, il faut aussi le assembler. Et si nous parlons d'une production en série, c'est encore coûteux. D'autant plus, oui. Avec les voitures, oui, la situation est vraiment la même. Eh bien oui, un Mercedes d'il y a 20 ans est conditionnellement de bien meilleure qualité que ce qui sort aujourd'hui. Et les moteurs. En gros, nous assistons à une Ah, sorte de dégradation de l'ingénierie, pour parler brièvement. Créer des moteurs à combustion interne est beaucoup plus difficile que des moteurs électriques. Et donc, le fait que nous avons commencé à voir une tendance à l'extinction des moteurs à combustion interne et à dire adieu aux moteurs à combustion, passons tous à l'électrique. D'un côté, c'est probablement plus écologique, oui, mais d'un autre côté, nous étouffons une école d'ingénierie, une école incroyablement puissante. Nous la simplifions simplement. oui, la question est ce qui est en avant. Une solution d'ingénierie correcte ou la possibilité de gagner plus d'argent. Évidemment, si une pièce tombe en panne, tu gagneras plus, ton coût de production est plus bas. Fabriquer des pièces qui ne tomberont jamais en panne, logiquement, du point de vue des affaires, cela ne semble pas avoir de sens. Il y a un marché. Le marché dit qu'une voiture qui tombe en panne après 3 ans, c'est normal. Les 3 premières années, mais mieux vaut qu'elle ne tombe pas en panne, sinon il y aura des pertes de réputation. Ils s'adaptent à des délais spécifiques, comme Fiodor. Tu as aussi dit qu'en plus de toutes ces questions de travail, il y a actuellement une préparation active pour la conférence au bureau. Peux-tu en 2 mots dire à quoi s'attendre? Quelle sera l'information? Qui de la nouvelle équipe y viendra? Toute l'équipe aéronautique de notre équipe spécialisée y viendra. C'est-à-dire qu'on pourrait venir à la conférence et rencontrer toutes ces personnes dont nous parlons constamment, que l'on voit lors des webinaires. Tous ceux que j'ai mentionnés à voix haute aujourd'hui seront là. Tous les dirigeables, on pourra leur poser des questions. Oui, il pourrait même y avoir plus, les gars, parce que lorsque le NTS a été réuni, des gens venaient aussi de l'extérieur. Oui, et il est tout à fait probable que beaucoup de gens viendront. Je ne peux pas encore en parler aujourd'hui, Boris Alexandrovitch. En général, l'Académie des sciences de l'aviation et de l'aérostation est très intéressée par la coopération, la promotion conjointe, le développement, etc. Si tout se passe bien,
nous signerons avec eux. Et il est très probable que tout se passe bien et que nous signions, alors ils seront aussi. Je n'ai rien dit. Tu as dit ça doucement, donc peut-être personne n'a entendu. Bref, d'accord. À la conférence, toute l'équipe sera présente et nous nous retrouverons avec tout le monde, y compris ceux que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Nous comprendrons qui est docteur, dans quelle science il se spécialise et quels brevets existent actuellement. Nous secourons encore une fois le sujet de ce que sont les dirigeables, pourquoi ils sont nécessaires et comment ils peuvent être utilisés efficacement. Nous analyserons ce qui se passe dans le monde en général, où se situent les dirigeables et comment ils s'intègrent dans le marché actuel. Nous examinerons à nouveau les concurrents, nous comprendrons ce qu'ils font, pourquoi ils ne sont pas nos concurrents, et ce que nous allons faire pour nous démarquer. Nous déclarerons les feuilles de route et démontrerons notre préparation au démarrage complet, en soulignant notre engagement et notre détermination. En d'autres termes, à la conférence, il y aura des informations non seulement sur le projet comme auparavant, mais nous parlerons aussi des dirigeables, nous répondrons à toutes vos questions, et il y aura aussi la possibilité de rencontrer l'équipe. Donc, si le sujet des dirigeables vous intéresse, ce qui est sûrement le cas puisque vous êtes à ce webinaire, n'hésitez pas à venir. La seule chose, c'est que je ne sais pas combien de places il reste. Aujourd'hui, nous avons finalisé les listes, là c'est sûr, plus précisément. Maintenant, il confirme l'appel de tous ceux qui se sont inscrits, qui voulaient venir, et demain, le nombre exact sera déjà clair, il y en a déjà 500. Nous allons probablement enregistrer un peu plus de personnes que 500, parce que certains de ceux qui ont dit qu'ils viendraient ne viendront pas. Il semble qu'il y ait déjà près de 1000 demandes, Près de 1000 demandes, oui. environ 500 places au total. Oui, 500 places, 1000 demandes, c'est vrai. Il y a donc déjà près de 500 demandes confirmées, donc il n'y a déjà plus de place. Non, il faut maintenant préciser qui a décidé d'amener un +1. Il faut vraiment vérifier. Et certaines listes sont justement en cours d'appel aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura encore des appels demain. Mais il semble qu'il n'y ait en fait plus de place. Mais il y a encore des inscriptions. Car comme je l'ai dit, les appels sont encore en cours. Donc inscrivez-vous si vous souhaitez venir. Mais s'il n'y a pas assez de place, alors il n'y en aura pas. Et s'il y en a, vous viendrez. Bien que certaines personnes puissent venir sans inscription, nous y avons aussi pensé. Mais faites attention, sinon il n'y aura pas de place pour s'asseoir. Oui, ils viennent aussi sans inscription directement à la réception, ils entrent et passent là-bas. Oui, de toute façon, un nombre record de personnes est attendu chez nous. Oui, et ce qui est remarquable, c'est que habituellement, quelques jours avant l'événement, les inscriptions commencent à être actives et maintenant, même avec 10 jours d'avance, il y a déjà 2 fois plus de demandes que de places. Il y avait plus de demandes que de places, je pense, même 2 semaines après que nous avons publié le premier post. D'ailleurs, puisque nous parlons de la conférence, j'ai vu qu'une des questions était de savoir si ces petits dirigeables que nous avons derrière seront vendus à la conférence, mais malheureusement, ceux-ci ne seront probablement pas disponibles. Oui, pour l'instant, aucun produit dérivé ne sera vendu, mais généralement, lors des conférences, nous ne vendons rien. C'est généralement quelque chose que l'on peut obtenir d'une manière ou d'une autre. Comme Fedor l'a dit, un style de marque pour l'entreprise est en cours de développement. Dès qu'il sera prêt, il sera possible de vendre ou de donner quelque chose de la part de l'entreprise. Et ça, on l'a accroché, n'est-ce pas? Ou on ne le voit pas? Regarde, Eh bien, qui l'a mis là intentionnellement? quelqu'un l'a poussé. Oui, je vois, il est là-bas. Et le merchandising, c'est tout un branding, c'est clair, c'est nécessaire, important, mais pas à ce point. Si vous avez besoin de produits dérivés, commentez cela, écrivez sur Telegram, nous vous en ferons. Je vois déjà une question. Comment la thermorégulation sera utilisée dans la nouvelle génération de dirigeables? Si la question concerne le chauffage et le refroidissement, cela sera utilisé. Il y aura plusieurs systèmes pour le chauffage. Il y aura aussi plusieurs systèmes pour le refroidissement. Tout cela est destiné à modifier la flottabilité. Je donnerai un peu plus de détails plus tard. Cela va de l'utilisation de la chaleur des moteurs et des installations génératrices jusqu'au chauffage par micro-ondes, des plasmatrons et d'autres.
On demande également s'il y aura des aimants, des badges et d'autres produits souvenirs avec des dirigeables. Nous aurons de petits ensembles cadeaux pour les participants aux conférences. En ce qui concerne les badges avec des dirigeables, cela ne semblait pas prévu, n'est-ce pas, Fedor? Ou aurons-nous le temps de les faire? Je réponds un peu aux autres questions de la part de l'entreprise. Oui, en fait, en réalité, Vous avez simplement discuté de ces questions. De toute façon, il y a périodiquement des idées. on veut, si on fait quelque chose, on veut faire de qualité. La conférence a été annoncée, pas comme un coup de tonnerre, mais toujours. Il reste 10 jours, il n'y a pas de badge. Que pensez-vous? Est-il possible de faire quelque chose de qualité en 10 jours? Alors, amis, d'une manière ou d'une autre, nous passons aux questions, donc écrivez vos questions. Je les lis sur YouTube, sur VK, mieux vaut écrire sur YouTube, je les vois ici maintenant, mais vous pouvez aussi sur VK. Nous répondrons tranquillement à toutes les questions. Fedor, ou peut-être veux-tu ajouter quelque chose sur les nouvelles de ce qui s'est passé? Le bureau est en train de s'installer et vous vous demandez peut-être pourquoi il semble être vivant ou animé. C'est une question intéressante et l'opérateur, qui est un expert dans ce domaine, vous expliquera tout cela en détail très bientôt. En attendant, faisons également la connaissance de cet opérateur, car il a beaucoup à partager avec nous sur ce sujet fascinant. Il demande l'invité secret annoncé, mais qui n'est jamais venu. Il demande si quelque chose a changé, si c'est un secret, qui est cet invité. Oui, il y a simplement une personne, j'ai déjà mentionné son nom de famille, je ne dirai pas dans quel département puisque c'est secret, laissons-le secret. Oui, s'il se produit à la conférence, vous le remarquerez, et il se produira. Alors, quels sont les principaux défis auxquels l'équipe est actuellement et potentiellement confrontée lors de la mise en œuvre du projet? Y a-t-il de tels défis, ou peut-être même quelque chose de difficile ou d'intéressant dans un avenir proche? Dans toute l'aviation, du moins en Russie, le principal défi est le moteur. Tout peut être conçu, les hélices, les transmissions, les fuselages, tout ce que vous voulez, le système électrique, le système de contrôle. Sur quoi tout va voler, ce qui concerne le moteur. La question principale pour tout le monde, ici en Russie, est que nous avons de réels problèmes avec les moteurs d'aviation. Je sais qu'actuellement, mais en général, il y a presque toujours eu ces recherches et développements pour la création de moteurs, et au TSAM de Baranov, un moteur rotatif d'aviation est testé sur un banc d'essai, dont une partie a été fabriquée par Rouslan, si ce n'est pas tout. En fait, il a déjà fabriqué tout cela pour lui-même. Le moteur Aorus a été développé par le NAMI, avec des recherches sur sa modification pour l'aviation, mais il ne parle pas vraiment de manière très bruyante de ce qui a été réalisé. Une autre entreprise, dont j'ai oublié le nom, semble avoir ingénierie un moteur d'aviation européen en mode inverse. Ils disent que tout sera prêt très bientôt, tout le monde s'y précipite, des hélicoptéristes aux aviateurs, attendant ce moteur. Nous avons également bien sûr pris notre place dans la file d'attente. Nous avons des solutions, en fait, il y a déjà des moteurs en stock chez nous, chez Rouslan, qui seront utilisés sur le Nova 2, sur cet appareil. Il y a des bases pour les prochains appareils, mais en général, le problème systémique, ce sont les moteurs. Nous allons probablement le résoudre nous-mêmes, dans le cadre de notre projet. Comment exactement? Si la Russie aura grâce à nous un nouveau moteur qui sauvera l'industrie, nous verrons. Oui, mais il faut résoudre le problème. C'est vraiment un problème. Tout le reste, ce sont juste des petites tâches. C'est justement une question que j'ai vue sur les moteurs. Quel type de moteur sera utilisé? Y a-t-il une solution? Oui. Peut-on nommer quelque chose de concret? Quel type de moteur sera utilisé? Il faut alors préciser la question sur quel appareil spécifique. Pour celui que nous allons construire, le tout premier prototype, ce sont des moteurs électriques précis, des BLDC chinois. Il n'est pas nécessaire d'inventer quoi que ce soit. Il y en a largement assez. Pour l'appareil qui sera de 2000 cm3,
Nous avons déjà une compréhension, c'est-à-dire que nous avons un moteur spécifique que nous allons y installer. Il y a plusieurs moteurs, c'est une conversion automobile, bien sûr. Donc il y a plusieurs moteurs d'aviation qui sont stockés, fonctionnant avec du carburant aviation. Il y a aussi de vieux moteurs, appelés Praga, des moteurs d'aviation anciens d'avant-guerre, qui peuvent également être utilisés, ils sont également disponibles. Mais nous allons en gros tout essayer, nous verrons. Si le moteur, par exemple, dans le 2000 CM3 est installé, plus précisément, l'hélice Marshall est stationnaire, alors des moteurs électriques rotatifs sont ajoutés pour changer le vecteur de traction. Nous avons même déjà eu notre première rencontre avec Ovelmash à ce sujet, et nous avons compris que peut-être les moteurs de Motilkov seront tout à fait suffisants, c'est-à-dire que cela combine déjà des moteurs à essence et électrique. Et si la question est quel moteur en général, alors c'est une question comme ça. Chaque type de dirigeable a ses propres moteurs. Il y en aura beaucoup et de toutes sortes. Des moteurs qui seront utilisés comme générateurs, pour charger des batteries, alimenter des moteurs électriques, et des moteurs qui participeront immédiatement dans des groupes de moteurs. Et pas seulement des moteurs à piston, pas seulement des moteurs rotatifs. Alors, quand se terminera la phase de revente et nous préviendrez-vous à l'avance? Bien sûr, nous vous préviendrons à l'avance, mais les conditions exactes et quand cela se produira seront annoncées directement lors de la conférence le 16 novembre, c'est-à-dire qu'environ dans une semaine, toutes les informations seront à votre disposition. Alors, le projet de yacht sous la marque Horus est-il toujours prévu ou non? Et verrons-nous un yacht aérien? L'accord avec Horus n'a pas disparu, et nous prévoyons de construire ce yacht sous la marque Horus en collaboration avec eux. Mais un très grand nombre de questions se posent, et nous avons décidé de commencer par ce modèle de 2000 cm3, alors qu'avec Horus, il y avait un accord pour 4000 cm3. Pour le moment, nous avons décidé de construire d'abord le modèle de 2000 pour, comme je l'ai déjà dit, réaliser une série d'expérimentations de manière significative et en conséquence, pour que le suivant soit vraiment déjà parfait, pour que tout soit vraiment clair. En gros, de simple à plus complexe et détaillé. Donc dès que nous comprendrons qu'il n'y a vraiment plus de risque et qu'en fait nous pouvons avancer avec Horus, parce que Horus pour le président signifie faire un dirigeable qui est souvent un échec au début, mais ensuite réussir immédiatement en or avec Horus. C'est en gros pas très judicieux. Risqué. Oui. Le passage à la première étape aura-t-il lieu le 16 novembre? Non. Le 16 novembre, nous annoncerons justement les conditions de passage à la première étape, et bien sûr, nous en parlerons à l'avance avec d'autres mots. Ou même la date, pourquoi des conditions? Je ne comprends absolument pas par quel moyen la force de portance qui tire 200 tonnes vers le haut, si sans charge, quelle force le maintiendra contre l'ascension? Quelle force le maintiendra? C'est une question éternelle à laquelle on a déjà répondu 700 fois, probablement 701 fois en 1701. Ce qui est très important, ce n'est pas le principal, mais c'est l'une des questions les plus importantes, c'est le changement de flottabilité du dirigeable, et il existe un système de ballast actif. Dans ces systèmes, il y a des sous-systèmes et plein de choses, allant du chauffage, du refroidissement, de la compression, de la dépression jusqu'au ballast lui-même. Les premiers dirigeables seront tous sans ballast, et le système de déchargement et de chargement est l'une des tâches complexes avec lesquelles nous avons toujours eu des difficultés. Il est évident que cela se fait de différentes manières. Le dirigeable moderne vous montrera des merveilles d'ingénierie, que tout est possible. Il est clair qu'au moment même, si le dirigeable décharge 200 tonnes, il sera naturellement tiré vers le haut à une vitesse folle
D'ailleurs, les vitesses là-bas sont assez sérieuses, et cela peut être utilisé de manière utile, non seulement dans les dirigeables, mais aussi dans d'autres systèmes. Quand un dirigeable se décharge, il lui faut naturellement du temps pour se décharger, se stabiliser, se réorganiser, et ensuite continuer à voler. Jeter 200 tonnes ou 500 comme ça, il est peu probable que ce soit possible en général. Il faudrait que quelque chose de particulier se produise pour se décharger aussi rapidement. Mais en général, il existe des systèmes qui le maintiendront, même si cela se fait assez rapidement. Eh bien, je voulais dire, je suis resté bloqué. Je ne me souviens pas de la dimension en volume de l'enveloppe. Une petite enveloppe, disons, plus de 2000 mètres cubes. Il faut demander à Dmitri Sergueïevitch, il m'en a parlé. En gros, d'après mes impressions, elle est petite, certainement pas 200 tonnes. C'est une petite enveloppe, verticalisée comme ça vers le haut, et si on la lâche, elle va remonter. C'est-à-dire qu'elle est sans nacelle, sans charge, rien du tout. C'est juste une enveloppe, en quelque sorte, qui va monter de manière stable. Quelle vitesse peut-elle atteindre? C'est la question. Si vous avez des idées, écrivez dans les commentaires, écrivez dans le chat. Mais je vais dire tout de suite, je suis vraiment choqué par les vitesses qu'elle peut atteindre. Et cela peut être utilisé de manière très intéressante. Et aussi, j'ai lu une question, nous parlions des étapes, comment le premier dirigeable va apparaître jusqu'à la certification finale, quel test un dirigeable doit-il passer avant de sortir, disons, sur le marché, ou, comme il a été écrit, sur le marché, oui, probablement pour qu'il puisse être utilisé. En gros, la certification inclut. Eh bien, il vaut mieux regarder le webinaire avec Ivanchenko Boris Sanich. C'est l'un des premiers webinaires. Il a justement parlé de la certification. En réalité, les tests commencent déjà maintenant, pour ce dirigeable qui n'existe même pas encore. Tout système, même un petit élément, est testé au sol de nombreuses fois. Si c'est quelque chose acheté sur le marché de l'aviation, appelons cela ainsi, alors cela a déjà été testé 1000 fois. Si c'est quelque chose de nouveau, il doit être testé selon des méthodes et des normes, faire appel à une entreprise spécialisée qui a testé, et maintenant, encore une fois, et seulement après cela, il autorisera l'utilisation de cet appareil ou élément dans la composition d'un aéronef, et ainsi chaque petit système est d'abord testé au sol plusieurs fois, puis tout cela est assemblé et commencent les essais en usine. Enfin, c'est ce qu'on appelle quand il y a d'abord une simple vérification de tous les systèmes. Il est là dans le hangar, la première vérification du vol avec le pilote expérimentateur, le pilote d'essai. Et quand, en gros, la production a compris que tous les agrégats déjà testés au sol avaient réussi les essais en usine, ensuite il y a une procédure officielle de l'État, une commission, qui prend l'appareil et vole avec, le testant selon ses normes et méthodes. Et seulement après avoir retourné l'appareil, ils disent s'il a réussi les essais ou non, et s'il est possible d'obtenir un certificat. Mais encore, quels essais pour quelle certification? Si c'est un certificat pour un échantillon unique, ce sont un type d'essai. Si c'est un certificat pour une série, ce sont d'autres essais. Et si c'est pour une série sur laquelle des gens vont voler, ce sont des essais différents. Et quels sont-ils précisément? Eh bien, jusqu'à la destruction, et ils peuvent détruire plus d'un appareil. Il est évident que si l'État en construit deux, il est très peu probable que les deux soient détruits selon la procédure. Mais un le sera certainement, sans aucun doute, en suivant la procédure. Mieux vaut, oui, regarder le webinaire avec Boris Sanich, où nous lui reposerons cette question un peu plus tard, quand il aura déjà expliqué quels essais sont prévus. Quels matériaux sont les plus souvent utilisés parmi les matériaux couramment utilisés dans la fabrication de la coque d'un dirigeable?
il faut regarder le webinaire avec Vadim Zubkevich, qui a eu lieu jeudi dernier. Il a justement bien parlé des matériaux, des tissus. Mais la coque, encore une fois, fait probablement référence à celle du dirigeable. Il existe aussi des dirigeables rigides. La question est de savoir où les dirigeables sont souvent utilisés. Il y a certains tissus comme les aramides, le kevlar et d'autres tissus. Ces tissus sont imprégnés de compositions qui retiennent le gaz, il y en a plusieurs, et il est probable que pour l'instant cela soit plus précis. Donc, comme tout le monde a à peu près la même formule, ils prennent ce tissu, l'imprègnent de ce matériau qui retient l'ultraviolet et le recouvrent de quelque chose pour protéger contre les UV. Ainsi, toutes les propriétés sont obtenues. La résistance mécanique, une perméabilité au gaz suffisante et la protection contre les UV. Je vous invite à consulter le webinaire de jeudi dernier avec Zubkevich pour écouter les noms spécifiques des tissus, leurs caractéristiques techniques et les matériaux avec lesquels ils sont imprégnés. Il existe des matériaux qui sont généralement acceptés et souvent utilisés, comme la question a été posée, mais ils sont en réalité peu utilisés, car peu de gens construisent des dirigeables rouillés en général. Maintenant, ils commencent à être fabriqués, et les Chinois, par exemple les Erlanders, essaient de suivre le chemin déjà tracé. Il existe des tissus expérimentaux qui ont été développés dans le domaine de la cosmonautique soviétique et russe pour des appareils similaires, mais pour d'autres planètes, comme Mars et Vénus. La formule est complètement différente, et il y a une entreprise qui possède actuellement ces formules et est prête à établir ces processus. Ce sera un matériau plus intéressant que ceux généralement acceptés. Nous allons le faire, probablement. Il sera possible de s'élancer dans la forêt, d'écarter les arbres et de ne rien endommager. Mais tout cela concerne spécifiquement les dirigeables souples. En réalité, il faut construire des dirigeables rigides. Les souples sont une étape intermédiaire. Ce sont de petits appareils. Il est tout de même plus intéressant de savoir comment sera le rigide. Et il y a aussi une compréhension à ce sujet. Quand les rigides seront-ils construits? Aeronova commencera à concevoir un dirigeable rigide. Il devrait probablement commencer l'année prochaine. Ils auront différentes portances. Disons que le rigide aura une portance d'environ 500 tonnes. Non, en fait, on peut déjà en faire des rigides à partir de 10. Oui, il sera à peu près similaire en condition à ce modèle de 2000. Le modèle de 2000 est souple. 2000 mètres cubes. Le modèle de 2000 souple est tout de même un peu petit, mais il est optimal pour tester tout cela et élaborer un schéma. Voici le modèle d'environ 10 tonnes. La même méthode sera appliquée, mais avec un système de contrôle. Les mêmes principes physiques et mécaniques seront choisis. Il sera déjà rigide et la technologie de création de rigide sera développée. D'une part la structure elle-même, plus la technologie de production. Ce sera un petit modèle. On peut commencer à partir de environ 10, puis environ 50, 100, 200, 300, au maximum 500, pas plus. Y aura-t-il Nova 2 et Nova 4? C'est la question. Si nous parlons d'Horus, il y aura Nova 2 et Horus. Horus sera également souple. Les sous-marins ont-ils les mêmes principes de plongée et de remontée? Ici, il faut encore appeler Vladimir Zubkevich dans le studio. Et bien comme ça, la force d'Archimède fonctionne naturellement. Il y a la densité du milieu, la densité de l'objet placé dans le milieu, et il y a le volume, la différence de densité et l'apparition de la force. Soit la force de portance, comme Archimède, soit il coule en augmentant conditionnellement la densité moyenne de l'objet,
c'est-à-dire en augmentant la densité moyenne, par exemple en ajoutant de l'eau dans le sous-marin, en libérant de l'eau avec de l'air, tu diminues donc la densité moyenne et il commence à remonter. La force d'Archimède, oui, elle fonctionne là et là. Y a-t-il des options de construction où le bas est rigide et le haut est souple? Un schéma semi-rigide, oui. Il existe une option où la gondole est simplement située sur la poutre de quille et tout le reste est souple. C'est une bonne option lorsque la gondole est ici, la structure rigide, ont la forme d'un bateau et que tout cela est recouvert d'un sac souple. Mais il faut comprendre que toute la force de ce gaz porteur pousse tout de même vers le haut. Oui, et tout ce qui est en bas, le poids suspendu, maintient tout de même. Donc toute la toile dirige la force vers le haut. Et c'est précisément la partie en toile qui supporte toute la masse. C'est pourquoi il vaut mieux avoir, si la partie inférieure est rigide, des éléments rigides en haut pour décharger précisément l'enveloppe. Sinon, toute la masse repose sur l'enveloppe, c'est-à-dire sur la résistance du tissu, et la rigidité en bas est en quelque sorte bonne. Oui, le dirigeable ne se déformera pas à cause de quelque chose de lourd que tu y suspendras. Mais toute la charge monte tout de même. Il est souhaitable de l'enlever d'une certaine manière. La poutre de quille est principalement faite pour que le dirigeable souple ne se déforme pas sous le poids que tu y mets. Construire un bateau peut aussi avoir du sens, mais il est plus simple de tout assembler rigide dès le départ. C'est une question intéressante. Y avait-il une idée d'une gondole détachable en quadricoptère, c'est-à-dire un dirigeable drone avec une charge, une gondole drone avec un équipage, qui rattrape, s'accroche, tire, un peu comme un constructeur? Actuellement, l'une des gondoles interchangeables Canovi 2 que Dimitri Sergueïevitch Kmel conçoit comme son projet personnel. C'est justement une gondole et un quadricoptère. C'est un aérotaxi à 4 hélices qui peut voler même sans dirigeable. Mais, encore une fois, pas longtemps, comme nous l'avons discuté plus tôt. Le déchargement aérostatique sous la forme du dirigeable en haut permettra d'augmenter le temps de cet aérotaxi et en cas de situation non standard, si quelque chose devait arriver à ce système aérien gazeux, l'appareil peut se détacher et atterrir de lui-même. C'est un. Et deux. Si quelque chose se produit avec les hélices, par exemple avec les moteurs, il peut également se poser tranquillement sur l'hélium. C'est-à-dire qu'en cas d'incident, les passagers peuvent se détacher du ballon pour atterrir. Oui, il existe un système de sauvetage par parachute dans les avions légers. Si quelque chose ne va pas avec l'avion, ce n'est plus aussi effrayant qu'avant. Le parachute s'est ouvert. Oui, l'avion a heurté le sol, mais au moins tout le monde a survécu. Vraiment le cas maintenant, des parachutes sont dans les avions légers, hélicoptères. Ah, sur les légers, d'accord. Oui, de tels systèmes peuvent certainement aussi bien être installés sur les gondoles, mais en général, il n'est absolument pas nécessaire de se compliquer la vie avec des dirigeables miniatures, oui, au début du projet. Il vaut mieux se concentrer sur des dirigeables plus grands et plus sérieux, puis revenir aux petits. Et aussi, décider de leur conception. De grands dirigeables peuvent être équipés de ces quadricoptères accrochables et très avancés. Ce sont les mêmes taxis aériens personnels et innovants. Ce grand dirigeable se déplace quelque part à une destination depuis la ville. Des gens s'y rassemblent de manière organisée, ils s'y connectent et se synchronisent d'une manière ou d'une autre. Et tout cela se transforme en un système unique et harmonieux, fournissant une poussée et efficace dans une direction. C'est de la science-fiction et fascinant, bien sûr, mais d'un point de vue ingénierie, tout cela est possible et réalisable. Je vais regarder les questions sur le canal Solar Group. Nous allons construire un resort en Altaï. Les dirigeables sont déjà inclus dans le plan de l'écosystème. D'ailleurs, oui, je voulais... Je vais aussi lire ce commentaire, tu sais même à propos de ce projet. Oui, nous communiquons personnellement. Il faut construire un dirigeable touristique pour chaque région.
Cette idée vient justement d'ici. Nous avons déjà répondu à ces questions, elles se répètent ici, et nous avons pris le temps de bien expliquer chaque réponse. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons répondu à environ 10-15 questions, couvrant divers sujets. Je ne vois pas d'autres nouvelles questions, mais il semble que je n'ai rien manqué, et je suis confiant que nous avons couvert tout ce qui était nécessaire. Avant de nous séparer, je vous rappelle de mettre un like tout de suite, de partager, d'envoyer le lien à vos amis. Aujourd'hui, nous vous avons raconté beaucoup de nouvelles. N'oubliez pas que dans environ une semaine, nous pourrons nous rencontrer en personne, moi, Fyodor et tous les membres de l'équipe de Solar Group, Aeronova et bien sûr Sovelmash. Ils seront aussi là. Je ne sais pas qui sera exactement présent, mais je sais qu'Alexandre Soudaev sera là. Nous espérons que d'autres personnes viendront aussi, afin que vous puissiez interagir avec elles. Donc, nous vous attendons, nous vous invitons, nous nous verrons en personne là-bas. Fyodor, peut-être que tu veux ajouter quelque chose? Pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y aura un direct et un enregistrement de la diffusion. Ne vous inquiétez pas. L'information sera là, bien sûr, il y aura des vidéos et des photos, mais en direct, c'est toujours plus intéressant. Si vous en avez la possibilité, venez. En gros, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci et au revoir à tous.